Les couilles sur la table, épisode 39. Dans cet épisode, on va discuter d'une pratique sexuelle extrêmement répandue qu'on ne questionne presque jamais dans les rapports hétérosexuels. Nous allons discuter de pénétration. Je précise que dans cette conversation, je vais parler, par convention, d'hommes avec des pénis et de femmes avec des vagins, même si tous les hommes n'ont pas de pénis, toutes les femmes n'ont pas de vagin ni de clitoris. Je pense aux personnes trans, par exemple, et qu'il y a des individus qui ne s'identifient ni dans un genre ni dans l'autre. Pour cet épisode, j'ai choisi de me concentrer sur ce qui semble être la représentation et la pratique encore la plus largement répandue dans nos sociétés, la sexualité consentie, la plus ordinaire, la plus banale, celle qui n'est jamais questionnée parce que vue comme évidente, c'est-à-dire qu'un rapport hétérosexuel est encore très largement compris comme un coït pénis-vagin. Pensez par exemple à l'importance que prend encore la virginité. Quand on est un homme, il est entendu qu'on n'est plus vierge, qu'on n'est plus puceau, comme on le dit vulgairement, quand on a pénétré un vagin avec son pénis. Nous allons donc discuter de la centralité de la pénétration vaginale, de ses rapports avec une certaine masculinité hétérosexuelle et de comment est-ce qu'on peut l'envisager autrement. Bonjour Martin Page. Bonjour Victoire. Vous êtes écrivain, vous écrivez autant pour la jeunesse que pour la vieillesse. Non, vous écrivez autant pour la jeunesse et pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Vous avez publié plusieurs dizaines d'ouvrages et vous avez créé il y a quelques années votre propre maison d'édition, Monstrographe. Voilà, alors c'est une petite maison d'édition et il faut dire que c'est une co-création. C'est-à-dire que je l'ai créée avec ma compagne qui s'appelle Colline Pierret, qui est aussi écrivaine et musicienne. Et donc là, vous venez d'écrire et de publier un essai que j'ai adoré. C'est un petit livre très beau, d'une 100aine de pages, imprimé sur du beau papier, cousu et non collé. Ouais. Et cet essai s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Et donc, dans ce livre, vous vous interrogez sur cette pratique de la pénétration, vous critiquez l'usage qui en est fait, et vous avez récolté plusieurs dizaines de témoignages anonymes d'hommes et de femmes. Ça me semble tout à fait opportun de vous inviter d'en parler dans cette émission qui est consacrée à une réflexion sur les masculinités, parce que l'un des objectifs de ce podcast, c'est de réfléchir à comment la masculinité, comme rapport de pouvoir, s'infiltre dans nos vies intimes, jusque dans nos désirs, et va jusqu'à influencer la façon dont on connaît son propre corps, dont on envisage la sexualité. C'est-à-dire que ce qui nous excite et ce qui nous dégoûte, ça a un sens personnel, et c'est à la fois ce qui nous est le plus intime, mais ça a aussi un sens social et un sens politique. Donc, vous écrivez ce texte critique de la pénétration, et pourtant, confessez-vous, dans les premières lignes, la pénétration, vous aimez ça. Alors, pourquoi avoir choisi de réfléchir à cette pratique de la pénétration ? Pourquoi ? Parce que je crois que j'ai un certain esprit de contradiction et qu'il est important de critiquer les moments et les choses qui nous donnent aussi du plaisir. Sinon, on manque des objets de pensée. Au départ de ce livre, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfantin plaisir à dire quelque chose d'énorme et à choquer, à mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que je vois bien... Qu'est-ce que vous dites d'énorme et qui choque et qui met mal à l'aise alors ? Je vois bien les réactions, surtout des hommes, quand j'annonce le titre et quand j'annonce le sujet du livre. Beaucoup sont pas loin de défaillir et de dire quoi ? La pénétration, mais où est le problème en fait ? Et c'est agréable, ça fait du bien, grand plaisir masculin. De casser l'ambiance, alors je suis peut-être un peu bizarre, mais c'est un vrai plaisir. Ce que je dis à un moment, il ne faut jamais m'inviter à une fête parce que je vais inévitablement casser l'ambiance. Vous aimez bien questionner ce qui va de soi. Oui. Et c'est vrai que la pénétration, c'est une pratique qui semble aller de soi. C'est ce que vous dites aussi dès les premières pages du livre. Vous écrivez que ça a tout pour plaire, ça a l'air naturel, et que la pénétration, c'est cet emboîtement bien pratique qui rappelle les jeux de construction et qu'on ne voit pas très bien pourquoi on questionnerait ça ou pourquoi on irait contre. Et pourtant. Ouais, et pourtant, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, j'avais écrit ce livre parce que ça me plaisait de faire un peu modestement scandale, de mettre mal à l'aise et tout ça, mais j'ai écrit ce livre aussi parce que ce truc qu'on questionne pas pose quand même problème, et pour ça, il suffit en tant qu'homme, il suffit d'écouter et il suffit de poser des questions aux femmes autour de soi, aux amis, aux femmes avec qui on a pu avoir des relations sexuelles, pour voir que ce truc naturel, normal, simple et super fun pour un mec, dans la plupart des cas, parce qu'on verra que pour certains hommes, ça peut poser aussi problème, on verra que ce truc super fun, en fait, il y a des femmes qui n'aiment pas particulièrement ça, qui n'aiment pas du tout ça, il y a
Au départ, le titre de travail de ce livre, c'était contre la pénétration. Alors, c'est pas du tout un livre contre la pénétration. Non, d'ailleurs, vous n'édictez pas de nouvelles normes. Hein. C'est-à-dire que vous ne dites pas il faut que les hommes soient pénétrés, il faut que les hommes arrêtent de pénétrer, il n'y a pas de il faut, c'est juste que des pistes et des suggestions et des réflexions, etc. Voilà, de prendre le plaisir là où il est. Ouais. Peut-être qu'il faut faire un état des lieux de à quoi ça ressemble un rapport hétérosexuel classique vu comme normal aujourd'hui. Est-ce que vous voulez le définir ? Alors, définir un rapport hétérosexuel classique, c'est-à-dire que ça commence souvent, on peut espérer, par ce qu'on appelle des préliminaires. Donc revenons sur l'usage de ce mot, c'est quand même, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des préliminaires à l'acte qui est censé être le plus important, c'est-à-dire la pénétration. Comme si les préliminaires n'étaient pas déjà du sexe, n'étaient pas déjà de la sexualité, alors que les préliminaires, c'est du sexe, c'est pas un truc, c'est pas un hors-d'œuvre en fait, ça devrait être aussi conçu et observé comme le plat principal, pour reprendre cette métaphore culinaire. Et ensuite, voilà, préliminaire. Donc, l'idée, toujours dans la tête du mec, c'est que sa compagne soit excitée, mouille, pour ensuite qu'il puisse s'introduire en elle, qu'il puisse la pénétrer, jusqu'à plaisir de l'un ou de l'autre, de l'un et de l'autre, de l'un ou de l'autre. Plutôt de l'un, d'ailleurs. Plutôt de l'un, voilà. Et peut-être que l'homme, après, je sais pas, va pratiquer un cunnilingus ou une caresse pour que la femme accède à l'orgasme. Mais moi, très benoîtement, je dis que pendant des années, j'avais ce type de script, en fait. C'est un script qui est repris dans le porno, qui est repris dans les conversations, dans le langage, on va le voir plus tard, mais avec cette idée toujours que la pénétration, c'est l'acte le plus important. Voilà, c'est l'acte. Et sans pénétration, c'est raté, ça marche pas bien. Ou c'est pas du sexe. Et moi, il a fallu des années avant que des femmes, ou c'est pas du sexe, il a fallu des années avant que des femmes me disent, des amis, des copines et tout ça, qu'elles n'aimaient pas forcément la pénétration, parce qu'il y a une telle pression. On a plutôt un rôle facile, nous. Enfin, je veux dire, c'est... Donc vous, les hommes. Nous, les hommes. Donc, et c'est très compliqué. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas non plus attendre que les femmes nous parlent de leur rapport à la pénétration. C'est à nous, les mecs, de poser des questions, d'être attentifs aux signes, et de prendre le temps de discuter avec notre partenaire, et d'accepter aussi d'avoir dans un premier temps, un plaisir moins évident et facile. Pour nous, ça serait le plaisir évident et facile, c'est la pénétration-éjaculation. Et c'est à nous de renoncer aussi et se dire, tiens, cette fois, peut-être qu'il n'y aura pas de pénétration, peut-être même qu'il n'y aura pas éjaculation, mais on s'en fout. Voilà, on apprend à être avec notre partenaire, à se faire l'amour, à s'embrasser, à faire ce qu'on veut, en fait, à être dans un rapport sexuel sans pénétration. Et tant pis, et même tant mieux si nous, notre plaisir est moins évident, parce que si ça permet au plaisir de notre partenaire d'être plein et d'être comblé. Donc encore une fois, là, ça n'est pas du tout la norme, puisque si on regarde différentes études, donc il y a une étude britannique de 2014 qui dit que les femmes hétérosexuelles atteignent l'orgasme dans leur rapport sexuel que dans 61% des cas, contrairement aux femmes lesbiennes qui, elles, atteignent l'orgasme 75% du temps. Même chose, c'est des résultats qui ont été confirmés par une autre étude en 2017 aux États-Unis, où en fait, dans tous les cas, on voit que les femmes hétérosexuelles ont moins d'orgasmes. Et il y a aussi des études qui ont été faites sur la pénétration vaginale et sur le rapport avec le plaisir masculin et le plaisir féminin. Donc, en fait, la pénétration vaginale, c'est un moyen très efficace pour les hommes d'avoir des orgasmes, puisqu'ils y parviennent 9 fois sur 10. Tu m'étonnes. Par contre, pour les femmes, c'est seulement 26% des cas, en fait, des femmes qui arrivent à avoir un orgasme uniquement par pénétration vaginale. Et ce qui est fou, c'est que si le rapport était inversé, je veux dire, si seulement 26% des hommes avaient un orgasme par pénétration en pénétrant leur compagne, c'est évident en fait que la norme sexuelle, ce serait pas la pénétration. La norme sexuelle, ça serait les caresses au sexe de l'homme, ça serait, je sais pas, ça serait autre chose, quoi. Mais c'est ce qui leur donne le plus de plaisir. Voilà, ouais. Donc c'est à nous, c'est aux hommes de se bouger, de se remettre en cause et de réfléchir à tout ça et d'écouter le fait que les lesbiennes ont plus de plaisir que les couples hétérosexuels, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Donc écoutons, parlons. Ça me fait penser à cette phrase de Maya Mazorette qui disait dans une de ses chroniques à des fins de plaisir, nous utilisons une technique qui ne donne pas tant de plaisir que ça. Autant utiliser des baguettes chinoises comme un rouleau à pâtisserie. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même curieux, mal. En fait. Ça marche mal. Vous écrivez ça aussi dans votre livre. Vous dites c'est représentatif du génie humain. Ouais. Ça marche mal. Ça fonctionne pas hyper bien et pourtant c'est la norme. C'est la norme. On dit que c'est parce que en fait les relations sexuelles c'est pas une question de plaisir. Ce n'est pas qu'une question de plaisir. C'est pas qu'une question de plaisir, c'est une question de rapport de pouvoir, de domination.
évidemment. Sinon, les choses se passeraient autrement, bien sûr. Bon, on va y venir, mais j'aimerais avant dire un mot aussi de cette idée aussi qu'il y aurait que les orgasmes féminins obtenus par la pénétration vaginale seraient censés être plus importants et être de véritables orgasmes, contrairement à des orgasmes qui seraient obtenus autrement, par caresse, notamment du clitoris. Et donc ça, c'est une construction qui nous vient notamment de Freud, puisqu'il disait que les orgasmes obtenus par la pénétration étaient des orgasmes de femmes véritablement matures, alors que les orgasmes clitoridiens seraient des orgasmes de petites filles immatures. Et donc, ce que nous apprennent là les dernières recherches anatomiques, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'orgasme purement vaginal. En fait, on ne peut avoir des orgasmes de façon génitale qu'avec son clitoris, principalement avec son clitoris, parce que là, il y a des débats aussi sur les orgasmes qui sont obtenus par le col de l'utérus, etc. Mais ne rentrons pas là-dedans, dans ces détails-là. Et malgré tout, ça perdure. Comme cette idée est déjà bien ancrée dans la société, je pense que le fait qu'un type de relation soit sacralisé, soit mis en avant par la société, ça aide aussi. On survalorise peut-être le plaisir qu'on a avec cette pratique. C'est-à-dire que comme le plaisir donné par les caresses, par le clitoris et tout ça est moins valorisé, peut-être que ça empêche aussi des femmes de pleinement jouir de ce type d'orgasme. Alors que si le clitoris est plus mis en avant, si les caresses sur le clitoris étaient vraiment magnifiées, s'il y avait tout un vocabulaire, s'il y avait des choses positives dessus, peut-être que ça ferait en sorte que ce plaisir ressenti serait plus fort. Parce que le mépris du clitoris, je pense, a des... c'est une hypothèse, a un impact aussi sur le ressenti réel. Une des explications de pourquoi c'est la norme, c'est que cette pénétration vaginale, c'est un des moyens de la reproduction humaine. Il paraît, ouais. Voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour faire des enfants. Eh oui. Sauf que donc on pourrait dire du coup c'est logique que ce soit, mais en fait non, parce que l'essentiel de l'activité sexuelle humaine n'est pas à des fins procréatives en fait. Ouais, en effet. Et donc c'est quand même, en fait on passe beaucoup plus de temps à chercher à ne pas avoir d'enfants justement. C'est vrai. Donc on se dit mais pourquoi est-ce que c'est la pratique qui permet le plus facilement d'avoir des enfants qui est mis au centre d'une sexualité qui, elle, n'est pas destinée à en avoir. C'est quand même un drôle de paradoxe. Peut-être aussi qu'une sexualité où les femmes n'ont pas trop de plaisir à... Alors, je suis pas du tout... Moi, je suis pas du tout sexologue et spécialiste de la question, mais peut-être qu'imposer comme norme une sexualité dans laquelle les femmes ont le moins de plaisir, ça a aussi un but de domination. Ça permet aussi d'asseoir une domination et de montrer aussi qui commande. C'est une hypothèse. On va parler là du rapport entre la pénétration et la domination masculine. Parce qu'il est courant, ça c'est vous qui l'écrivez, il est courant pour les hommes de penser qu'ils ont eu une femme quand ils ont couché avec elle, ouais. Sous-entendu quand ils l'ont pénétrée vaginalement, ouais. Ils l'ont soumise, ils ont gagné quelque chose sur elle, ils lui ont pris quelque chose. Mm-hmm. Et ça c'est vrai que ça irrigue toute notre façon de parler des rapports sexuels, toute notre façon même de les concevoir. Donc on dit d'un homme qu'il a possédé une femme, ouais. Mm-hmm. On dit aussi qu'il l'a prise, mm-hmm. Alors que ça, on peut s'arrêter aussi. En fait, quand on regarde véritablement ce qui se passe dans cette action-là, on se dit, mais c'est quand même vraiment bizarre qu'on utilise le verbe prendre pour un homme qui va pénétrer une femme, alors que si on pense par exemple à qu'est-ce que ça veut dire prendre un caillou, si vous prenez un caillou, c'est-à-dire que vous le prenez à l'intérieur de votre main, et c'est pas le caillou qui vous prend. C'est vraiment étrange. Ça en dit long aussi sur les schémas de représentation de ce qui est de l'ordre de la domination et de la soumission. Parce qu'il y a aussi cette idée, je pense, de femme qui est passive et qui n'a pas de désir sexuel. Donc c'est l'homme qui lui a du désir sexuel, qui a puissance sexuelle, qui prend cette femme qui, évidemment, ne peut pas désirer. Tout ça, c'est toujours assigner la femme un être en attente, passif, et qui ne peut pas être actrice de son désir. C'est un problème. Je pense aussi à la façon qu'on a d'envisager sa propre vie sexuelle et de tenir une sorte de comptabilité, par exemple, d'hommes ou de femmes qui vont faire des listes avec qui ils ont eu des rapports sexuels, etc. Du sexe. Oui, c'est ça, avec l'idée que avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un, c'est quand il y a eu une action de pénétration. Mais en fait, sur ces fameuses listes, pourquoi est-ce qu'on n'inclut pas les gens qu'on a embrassés, les gens qu'on a caressés, les gens qu'on a follement désirés sans jamais les toucher. Enfin, il y a quand même donc cette idée que la pénétration, c'est au sommet du podium, des pratiques. Et avec en même temps une dévalorisation des autres pratiques sexuelles. C'est-à-dire, c'est un truc dont je parle dans
dans le livre, il y a un truc qui est super violent dans ce truc de la sexualité qui est censé être tellement cool et fun et marrant et tout ça. C'est à la fois la compétition, la comparaison permanente, le jugement. Alors, le jugement va dans les deux sens. C'est à la fois le jugement parce que soit t'as trop couché, soit t'as pas assez couché. Une copine un jour me disait, à quoi t'as jamais fait l'amour avec à trois et tout ça, t'es vraiment ringard et tout ça. Donc il va un peu, le jugement va dans les deux sens. Et il y a aussi un truc super violent, je trouve, c'est le ricanement. C'est voir combien l'humour en fait est souvent un truc, peut-être un esprit l'humour très est très français oppressif, et hein. oppressif en matière de sexualité. Il suffit que tu dises un truc à une bande de copains qui n'est pas fille ou garçon, je pense que c'est la même chose, qui est pas tout à fait dans la norme. Voilà. Les personnes qui sont amatrices ou amateurs de fist fucking, par exemple. Et ça va être tout de suite aussi des moqueries ou les gens qui aiment bien être, je sais pas, attachés les pieds en bas. Je prends n'importe quelle pratique sexuelle les pratiques sexuelles des gens sont facilement tournées en ridicule. Il y avait sur 89 René Grossard qui a fait un article sur un endroit qui s'appelle la Fistinière. La Fistinière, oui, voilà. Oui, ça a lancé bien sûr. Ouais, donc il était un endroit dans le Berry. Une grange où se pratiquait le fist fucking, qui est une technique et qui demande un apprentissage, etc. Où les gens y allaient pour pratiquer. Alors moi, c'est pas mon truc et tout ça, et c'est très mystérieux et tout, mais putain, mais lâchons les gens avec leur sexualité, quoi. Si les gens veulent faire du fist fucking, ou si les gens veulent être attachés, si les gens veulent se faire des guilis, des caresses, et si les gens ont du désir, beaucoup de désir ou pas de désir, arrêtons d'emmerder les gens. Arrêtons de ricaner, de se comparer autour de la sexualité, parce que le ricanement et l'humour, ça a pour effet de silencer en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que la prochaine fois, en fait, tu vas fermer ta gueule. Au moins, tu peux très bien dire, des trucs valorisés. T'as couché avec plusieurs filles, t'as fait du triolisme, ça c'est plutôt valorisé. Mais si t'as des pratiques un peu plus bizarres, étranges, ou des pratiques qui ne correspondent pas aux normes de genre. Donc par exemple, si on est un homme et qu'on n'aime pas pénétrer, est-ce que c'est même dissible ? Ah ouais, non, mais c'est stupéfaction à tous les étages. Et je pense aussi, également, dans le livre, il y a deux témoignages. Alors, il y a un homme qui, lui, a des problèmes. Alors, je ne me rappelle plus le nom de sa maladie, mais il a une maladie qui fait que c'est très compliqué pour lui de pénétrer. Et en plus, il a du diabète, donc il sait que vers 50 ans, il aura plus d'érection et tout ça. Et il y a son sexe, il fait un angle et tout ça. Donc lui, la pénétration est plus possible. Avec sa compagne, il fait autrement. Et il y a aussi une femme qui a 3 amoureux et qui dit qu'en fait, un de ses amoureux, en fait, elle s'est rendue compte qu'il était angoissé avant qu'il fasse l'amour et il a fini par lui avouer de façon très, 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 très émouvante que, en fait, ça l'angoissait de la pénétrer. Et donc, ils ont commencé à faire l'amour sans pénétration. Et elle a découvert un truc, pour le coup. Ça a été super. Et lui, ça l'a vachement apaisé. Mais donc, oui, je pense que c'est très durement jugé. Un homme qui aurait un sexe trop large, par exemple, est-ce qu'il serait vraiment inconfortable pour sa partenaire ou son partenaire ? Oui, là aussi, il peut être moqué. Oui, l'homme avec un gros sexe peut être tourné en ridicule comme l'homme avec un petit sexe. Donc oui, il y a beaucoup de rappels à l'ordre, en fait, sur ce qui est normal et compagnie. Et aussi, les statistiques entretiennent aussi ce truc-là. Combien de couples, par exemple, sont très angoissés par l'idée que peut-être ils le font pas assez. Ouais, donc, l'idée de la comptabilité aussi, il faut avoir 2 rapports sexuels par semaine. Si on en a moins, c'est pas normal. Si on en a plus, quelle bonne nouvelle. Mais pareil, avec cette idée qu'un rapport sexuel, c'est une pénétration pénis-vagin, que c'est ça ce qui est normal. Oui, c'est pénis-vagin et jamais, pour en reparler des pratiques qui sont pas très bien vues, c'est jamais la pénétration, par exemple, de l'homme par la femme. Il y a une théoricienne féministe qui a réfléchi à votre sujet avant vous, et dont le livre vient d'être traduit. C'est Angela Dworkin, qui est une grande féministe américaine, peu traduite en France, mais ça commence à l'être. Donc là, c'est les éditions Sileps qui ont publié la traduction de son livre Intercourse. C'est traduit sous le nom de Coït. Et elle a aussi toute une réflexion sur la sexualité et la pénétration. Et elle fait remarquer que, par exemple, donc en français comme en anglais, être baisé, c'est toujours synonyme de se faire piéger. Et que on utilise un vocabulaire guerrier pour parler de la sexualité et notamment du fait de pénétrer. On dit fourrer, casser les pattes arrière, défourailler. Oui, non mais c'est courant même dans le récit des exploits sexuels. Voilà. Quelle violence autour de la sexualité quand même pour un truc qui est censé être du plaisir. Beaucoup de violence. Ouais. Je pense aussi à toutes les métaphores sportives. Aux États-Unis, par exemple, le script sexuel emprunte au vocabulaire du baseball.
Ah ouais. Oui, vous connaissez cette base, histoire. Ouais, voilà. En fait, il y a la première base, first base, second base, third base. Et après, c'est un home run ou un home base. Et donc, pareil. L'idée, c'est que la première base, c'est embrasser. La deuxième. Second base, c'est les seins. C'est les seins et le reste du corps. Ouais. Et puis, third base, c'est quand il y a un contact de la main et des organes génitaux. Et le home run, c'est la pénétration. Voilà, et que c'est le but en fait. C'est ça le plus important dans l'acte. C'est tellement cliché et caricatural qu'on aurait du mal à y croire si c'était pas vrai. Et pourtant. À propos de langage et de la façon dont on décrit les actes sexuels, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme verbe, soit comme synonyme de pénétration, soit un verbe qui ne mette pas l'accent sur l'action de l'homme, mais qui mette l'accent sur le fait que la femme qui est pénétrée, c'est aussi une action en fait. Ouais. Et c'est pas une passivité en réalité. Sûr. Il y a une des personnes qui a témoigné, les témoignages sont anonymes, qui propose le mot d'englober par exemple. Mais cette question du vocabulaire me semble très importante et je pointe dans le livre. Surtout en tant qu'écrivain, ça doit vous toucher beaucoup. Je pointe dans le livre qu'en tant qu'écrivain, en fait, on est super paresseux et archaïque. Et contrairement à des chanteuses comme, il y a pas mal de rappeuses, il y a Beyoncé, tout ça, qui montrent une sexualité féminine, active, voilà, qui n'est pas simplement dans l'être pénétré, mais qui sont dans l'action, qui sont dans le désir et tout ça. Je trouve que les écrivains sont super archaïques et qu'on aurait tout inventé. C'est censé être notre métier d'inventer. Je pense que les écrivains très classiques sont toujours dans la reproduction des mêmes schémas de l'homme qui se précipite sur la femme et l'embroche de son... on est toujours un peu là-dedans. C'est drôle que vous parliez de ça parce que j'ai vu passer on a vu la même chose, un petit thread donc, sur Twitter. Donc Laëlia Véron. Et donc elle relève dans le roman de Pierre Michon, qui est par ailleurs un très beau livre qui s'appelle Vie minuscule, paru en 1984. Et donc elle relève cette citation: « Sa jouissance fut âcre comme la poussière qu'elle mordait. J'étais d'autant plus raide que tout mon être sombrant d'alors se réfugiait dans la raideur de la pointe agressive dont j'éperonnais cette reine ou cet enfant pour qu'elle me suivît dans mon naufrage. » Donc, des fois, il y a deux fois la raideur, donc c'est quand même curieux. On a compris, Pierre, on a compris. C'est ça que, voilà. Okay. Et voilà, et la pointe agressive, l'éperon, enfin, c'est des clichés quand même. Voilà, et on le disait tout à l'heure, déglinguer... défoncer, etc. C'est aussi des termes violents, synonymes guerriers, de la pénétration. Pour humilier la femme, qui sont du côté de la douleur. Et je trouve je m'adresse à ma communauté, je sais pas comment dire, mais on est vraiment nuls sur ces questions-là. Et il est temps que ça change. Déjà qu'il y ait plus de... Moi, dans un de mes romans, il y a un couple asexuel, il y a des couples lesbiens, homosexuels et tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer à aller plus loin, qu'il y ait un peu plus de gens différents, d'inventivité. Parce que ça permet aussi de créer d'autres pratiques, de les voir autrement. Exactement, que les gens se sentent pas honteux d'être ce qu'ils sont, en fait, parce qu'ils voient des modèles, ils voient apparaître... Alors, c'est même pas l'inventivité, en fait. C'est nous, en tant qu'écrivains, regarder ce qui se passe dans nos vies et regardons autour de nous. Parce que, en fait, la vie, c'est pas comme dans cet extrait de Pierre Michon. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des personnes trans, homosexuelles, lesbiennes, il y a des rapports non pénétratifs, il y a une très grande diversité dont nos romans ne rendent pas compte et c'est un problème. Je pense à un article que j'ai lu dans la revue GLAD, qui est une revue spécialisée dans la recherche universitaire sociolinguistique. Et donc, dans cette revue, il y a une autrice qui s'appelle Bini Adamzak, qui propose un verbe qui est le verbe circlure. Elle dit que c'est très simple, le mot circlusion, c'est facile à apprendre, c'est facile à appliquer. Ça se conjugue je circule, tu circules, il circule, il et elle est circluse. Et que c'est beaucoup plus pratique que pénétration. Pénétration, ça a 4 syllabes. Circlure, ça en a 2. Ouais. Et elle termine son article en disant son introduction est tout à fait dans l'intérêt de l'économie. Nous gagnons du temps précieux que nous pouvons ensuite investir dans la baise. Bon, donc, super, circlure. Voilà, bon, je être note pour un prochain roman. Donc englober ou envelopper ou circlure. C'est tellement important en fait de changer
Les artistes, les romanciers, les metteurs en scène ont un rôle super important sur les représentations mentales, sur l'évolution de la société. Et sur l'émergence de nouveaux imaginaires aussi, et donc de nouvelles possibilités. Je vois ça j'ai vu ça par rapport à la cause animale, c'est-à-dire que moi, dans mes romans, par exemple, les personnages mangent plus d'animaux, les animaux sont plus des choses, mais s'ils apparaissent, ils ont une personnalité, tout ça. C'est comme ça en fait qu'on change le monde, qu'on change la société. C'est dans les œuvres d'imagination, on offre des personnages qui ne sont pas exactement ce que la norme oppressive voudrait qu'ils soient. Vous dites aussi, il y a une autre remarque politique dans votre essai. Vous écrivez « Finalement, la pénétration est un mode adapté au capitalisme, à nos journées, volées par le travail, les angoisses et la compétition. Comme il y a peu de temps pour penser l'amour, le pénis dans le vagin, c'est pratique, on tient un certain temps, c'est calibré, il y a un début et une fin bien précis, on accomplit son devoir sans penser et sans imaginer. » Ouais, c'est-à-dire que là, moi, je parle de mon point de vue. Je suis jeune papa et tout ça, mais je suis écrivain. J'ai plus ou moins du temps, même si c'est toujours la panique et l'angoisse financière et tout ça. Mais c'est vrai que de repenser son rapport à la consommation de viande, par exemple, mais là, son rapport à la sexualité, ça demande du temps, en fait. Donc, je sais un peu d'où je parle et je peux pas simplement dire il faut remettre en cause la pénétration. Ouais, comme absolu, comme norme et tout ça, il faut remettre en cause la pénétration, mais pour ça aussi, il faut remettre en cause le capitalisme. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps aux gens pour qu'ils aient l'énergie, pour qu'ils aient le temps, pour qu'ils puissent flâner, lire, s'informer, prendre le temps de découvrir le corps de l'autre et tout ça. Donc moi, je ne veux pas du tout pointer du doigt des gens qui ont des sexualités normatives, et on peut avoir une sexualité normative et être très bien dedans, et tant mieux. Mais il faut s'attaquer aussi au capitalisme, c'est-à-dire que quand on ne dort pas assez, quand on a des boulots de merde, et ben on n'est pas forcément en meilleure étape pour penser notre sexualité. Donc évidemment, c'est toute une structure à remettre en cause, mais c'est la même chose que le rapport à la consommation de viande. Il ne s'agit pas de dire aux gens c'est mal de manger de la viande, il s'agit de dire y a un problème, et ce problème se nomme le capitalisme qui nous force à mener des vies délirantes, destructrices et douloureuses. Aussi, il y a cette idée parmi les clichés sur la sexualité hétérosexuelle, il y a cette idée que les hommes ont une sensibilité beaucoup moins développée que celle des femmes, et donc que les zones érogènes chez l'homme, en fait, il y en a une principale, c'est le pénis, voilà. Tout le reste, non. Donc on peut lire dans plein de magazines féminins, des manuels et tout ça, tout le corps des femmes hétérogènes. Par contre, chez les hommes, c'est le pénis, quoi. Oui, ça, c'est performatif. C'est-à-dire, à un moment, c'est une action sur réel. C'est-à-dire, à force de dire aux hommes que le seul endroit sensible de leur corps, c'est leur pénis, ça marche. C'est-à-dire qu'ils sont difficilement touchables sur d'autres parties du corps. Alors qu'en fait, on a le même système nerveux quand même. Donc A priori, ouais. Les hommes ne viennent pas de Mars et les femmes ne viennent pas de Vénus. On s'en occupe dans cette émission. On vient tous de déconstruire cette idée. Ouais. Donc, non, mais c'est-à-dire que ça a des effets sur le réel. Et je pense qu'il y a quelque chose, c'est Bell Hooks, une féministe afro-américaine, qui disait que le patriarcat, c'est un effet destructeur sur les femmes, évidemment, mais aussi sur les hommes, parce qu'ils sont coupés de leurs émotions, leur sensibilité. Enfin, de certaines émotions et d'une certaine sensibilité. Ouais, évidemment. Avec l'idée que peut-être ce serait pas très viril de dire qu'on adore se faire caresser très longtemps la nuque. On adore qu'on nous caresse les jambes, etc. Et même, c'est à tel point que moi, je sais que c'est compliqué pour moi, alors que même j'essaye de me débarrasser de toutes ces vieilles idées toxiques, mais comme j'ai été élevé dans une société qui porte ces idées-là, la sensibilité de mon corps est certainement différente de la sensibilité du corps de ma compagne. Donc il faut un peu se désintoxiquer en fait de ces idées qui voudraient faire croire que notre seule zone érogène c'est notre pénis. Il y a vraiment, ce que je dis à un moment, le corps de l'homme, des hommes n'a pas encore été découvert en fait, et c'est notre faute. C'est à nous aussi de nous laisser aller, c'est à nous de baisser la garde, de nous laisser toucher, et c'est pas évident parce que avant on se laissait pas toucher, c'est nous qui touchions, qui caressions. Donc c'est à nous de nous laisser aller dans les bras de nos compagnes amoureuses et amantes. On a longuement parlé dans un autre épisode qui s'appelle Les orgasmes masculins, qui est consacré à l'orgasme prostatique. Mais dans le même ordre d'idée, il y a la non prise en compte dans la sexualité hétérosexuelle
que l'anus des hommes et leur prostate est une zone érogène et même une zone orgasmique. Ouais, c'est incroyable ça. Et ça, c'est vraiment un oubli complet, voire un tabou total. C'est-à-dire que ça, on en a parlé aussi avec la philosophe Olivia Gazalet dans l'épisode 8 et 9, du tabou total qui est le fait d'être pénétré quand on est un homme. Et vous, justement, vous avez beaucoup joué avec ça quand vous avez parlé de votre livre, quand vous en avez parlé avec vos amis et tout. Il y a un de vos amis, vous racontez dans le livre, à qui vous demandez s'il aime la pénétration. Et il vous dit « Ah bah oui, j'adore ça ». Et là, vous lui dites... Je demande, et comment aimes-tu être pénétré? Avec un vibromasseur, avec un god, avec un doigt? Et donc, il est pas loin de s'évanouir, le pauvre. Mais c'est fou, comme ça, c'est un impensé, ce que je dis aussi à un moment dans le bouquin. C'est-à-dire, si la sexualité était une affaire de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Parce que, pour le coup, la prostate, c'est une zone de plaisir, quoi. Donc... que ça soit complètement inexploré. Et là, c'est pas non plus une injonction. Je dis pas pénétrer à tout prix tous les hommes et tout ça. C'est pas ça. Mais disons, au moins discutons-en, parlons-en. Enfin, et sans ricanement, sans mépris, sans. Mais ouais, enfin, les hommes hétérosexuels sont des êtres pénétrables et ils peuvent retirer du plaisir de la pénétration. Allons-y. Mais en même temps, vous dites que chez vous, ça vous pose aussi problème. Je suis le type même d'une dichotomie entre... j'ai des idées super larges et, je sais pas, entre guillemets, avancées, mais j'ai un corps d'un homme archaïque de ce moment de notre société humaine qui fait que je peux pas m'abandonner autant que je le voudrais, par exemple. Mais mon corps ne suit pas mes idées. Et c'est troublant, hein, c'est passionnant, c'est intéressant et tout. J'en conçois pas de honte, tout ça, c'est comme ça que je suis constitué, je prends du plaisir comme je suis actuellement. Mais c'est vrai que pour moi, la pénétration à l'âme et du sexe, c'est du plaisir. C'est pas évident d'aller dans cette direction, même si je sais que c'est du plaisir. Oui, de toute façon, c'est le grand message du livre et c'est ce que vous avez dit pendant toute notre conversation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de toutes les normes, de l'injonction à avoir telle pratique plutôt que telle autre. Et je me dis que aussi, c'est d'arrêter de considérer que le sexe, c'est une chose. En fait, c'est vraiment d'élargir complètement nos conceptions du sexe et donc de dire que s'embrasser, c'est aussi du sexe. Bien sûr. S'écrire des textes érotiques, c'est du sexe. Ne pas se pénétrer, c'est du sexe. Il y a plein de façons d'avoir des relations sexuelles, en fait, et d'avoir du désir sexuel. Plein. Et oui, je ne vois pas trop quoi ajouter à ça, à part que je suis d'accord. Ouais, c'est qu'on sort de cette vision super étriquée, mais je veux dire, c'est la sexualité. C'est bizarre parce que la sexualité a toujours ce côté super branché, cool et tout ça, alors qu'en fait, tout ce qu'on nous raconte, c'est des trucs c'est les mêmes choses. Il y a 50 ans, c'était la sexualité de nos parents, nos arrière-grands-parents et tout ça. Je veux dire, c'est le conservatisme avec un vernis cool, non? Mais voilà, élargissons de alors ce qui peut être vu comme la sexualité. Ouais, soyons fous, inventifs et arrêtons, bon sang de bonsoir, de juger les pratiques ou les non-pratiques des autres et la fréquence, la compétition. Si j'écris ce livre, c'est aussi pour dire personne ne devrait vous faire honte pour votre sexualité ou votre non-sexualité, en fait. Et si vous voulez pas pratiquer la pénétration, si vous aimez pas faire de fellation, si vous aimez pas la sodomie, vous avez pas... Parce qu'il y a aussi tout ce truc-là, en fait. Je sais qu'il y a des filles qui acceptent de faire la sodomie parce que c'est cool, machin, et tout ça. C'est scandaleux, quoi. La sexualité peut pas être sur... ça peut pas être ça. Ça peut pas être se forcer à quelque chose qu'on veut faire parce que c'est cool. Pour terminer, Martin Page, quelle est l'œuvre artistique que vous souhaitez recommander aux auditoristes ? Alors, il y a tellement... C'était compliqué de faire un choix. Et oui, mais il faut choisir. Ouais, voilà. Alors, moi, je pense que en tant qu'homme qui s'intéresse et qui essaye d'être juste dans son rapport avec les femmes, c'est important de lire des femmes romancières, de voir des œuvres artistiques de femmes, mais aussi de lire des autrices féministes. On ne peut pas passer à côté, il ne suffit pas de soutenir les combats féministes dans notre intimité en public, il faut aussi s'armer intellectuellement. Et là, je suis en train de lire un livre de Françoise Vergès qui s'appelle « Un féminisme décolonial ». Françoise Vergès avait sorti chez Albin Michel, je crois, il y a 2 ans, un livre sur comment les femmes de La Réunion... Le ventre des femmes, ça s'appelle. Voilà, le ventre des femmes.
sur comment stérilisation et avortement forcé avaient été pratiqués sur ces territoires français. Je veux dire, c'était en France pendant des années avec la complicité de médecins et tout ça. Et c'est une histoire qui est très peu connue. Et là, c'est le féminisme décolonial, c'est un parti pris pour un féministe qui serait... elle critique la position de certaines féministes occidentales qui sont dans un jugement et une position de surplomb par rapport aux féministes racisées ou de confession islamique ou du Sud et tout ça. Et c'est pour dire que ça cloche, en fait. Ça ne va pas, que le féminisme, ça ne devrait pas être une position de surplomb des personnes qui sont dans les pays du Nord, sur les pays du Sud. Enfin, j'explique ça très très mal, mais c'est il faut lire ce livre qui est publié à la Fabrique, qui vient de sortir, et je le conseille aussi. Je conseille aussi, votre essai qui s'appelle donc Au-delà de la pénétration. Ça coûte 12 €. Je trouve ça vraiment pas cher pour un bel essai publié sur du beau papier, cousu. En plus, il y a plein de petites surprises, genre dans la numérotation des pages et tout. Oui. Je laisse les lectrices le découvrir. Donc, on peut le commander sur votre site internet. Et puis aussi, je crois, si on vous écrit, on peut avoir si on n'a vraiment pas beaucoup de sous, si on vous écrit, on peut avoir la version PDF à 2 €. Les gens qui ont Patrick, ils peuvent nous envoyer un email et on leur envoie le PDF pour 2 €. Et sinon, alors nous, on est une micro-maison d'édition, donc on n'est pas trop diffusé et tout ça, mais il y a des libraires alliés qui commandent nos livres, donc vous pouvez essayer auprès de votre libraire, sinon c'est par notre site internet, et voilà. Je vais mettre les références sur l'article qui va accompagner cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci beaucoup Martin Page. Merci à vous. Tous les livres, œuvres, références, chiffres cités pendant cette conversation sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio, rubrique « Les couilles sur la table ». Si cet épisode vous a interpellé, s'il questionne vos propres pratiques, vos représentations, eh bien je vous encourage à en discuter autour de vous. Et si vous avez envie de me raconter ce que ça a donné, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Vos messages sur Instagram, Twitter, Facebook font toujours plaisir et aident ce podcast à se faire connaître. Quentin Bresson était à la prise de son et à la réalisation, Camille Regache à l'édition, et je remercie Nadia Chapelle pour son aide dans la préparation de cette émission. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Binge.